La Macronie et le Nouveau Monde. Je me suis appliqué plus souvent qu'à mon tour à démontrer le décalage entre les paroles et les actes du monde politique actuel. Je le confesse sans mal, affinité partidaire oblige, je me suis avant tout attaché à réaliser cela concernant la droite, mais pas que non plus. Puisque j'ai aussi partagé, au travers de mes divers précédents podcasts, mes points de vue concernant nos alliés du nouveau Front populaire et ai su me montrer critique quand il me semblait légitime de l'être. Je pense aussi avoir fait tout mon possible pour illustrer la marge existante entre ce qu'on souhaite nous faire croire et ce qui est en réalité de façon effective. À bien des égards, la Macronie est, en quelque sorte, le royaume de l'imposture et du faux-semblant. Je vais essayer de m'attacher à aller plus loin dans l'exposition des faits au travers de ce nouvel épisode. J'espère, en tout cas, en complément des autres chapitres. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à découvrir notamment mon podcast sur les tartuffes de la droite. Je n'y reviens pas. Il y est pas mal question de la Macronie déjà. Et oui, car l'illusion de cette aile gauche fantasmée est plus que jamais envolée, même pour les plus naïfs d'entre tous, je pense. Enfin, faute de ne pas savoir du tout ce à quoi renvoie le terme gauche. Dans ce cas, c'est autre chose. S'il y a bien une idée reçue qui vient à l'esprit spontanément, c'est bien l'idée saugrenue que le parti présidentiel serait associé à la modernité en général. Il ne suffit pourtant pas de se réclamer de quelque chose pour que cela advienne ou s'avère vrai. Sous le régime actuel, c'est bien souvent l'inverse qui se produit, il faut l'admettre, même à grands coups de matraquage médiatique. La propagande à l'ancienne. On sait tous très bien que nombre des idées qui sont véhiculées le sont largement par le vecteur médiatique et son impressionnante force de frappe. Capacité décuplée, ajouterais-je même, avec l'instauration d'un battage en mouvement perpétuel grâce aux chaînes d'information qui tournent en continu. Information entre guillemets. Médias qui rabâchent les mêmes messages ou slogans en H24 en tout cas. Des plateaux de TV ou radio pouvant marteler des idées ou concepts sur un ton des plus sérieux jusqu'à ce que, à force de répétition, pour rester poli, finalement, tout le monde finisse par y croire, à intégrer tout ou partie du discours. Surtout alors que les experts autoproclamés se succèdent. L'habit, la confiance en soi et le cadre faisant le moine. Il est souvent dit que les médias et que la télé en particulier sont en perte de vitesse, que de moins en moins de gens regardent la télé. C'est sans doute vrai, statistiquement en tout cas. En revanche, pour ma part, je tends à penser l'inverse. Il me semble assez peu réaliste de tirer ce constat, sachant que beaucoup de choses dépendent de la sociologie du public qui se connecte sur les médias. Si j'emploie ce vocabulaire, ce n'est pas de façon aléatoire, bien au contraire. Je suis en effet intimement persuadé, aussi de par mes observations, que nombre de gens suivent, en fait, les mêmes contenus, mais d'un support différent. L'ordinateur ou quelque appareil électronique connecté ayant désormais pris le pas sur le petit écran, comme on disait alors. On sait aussi que si les jeunes ont tendance à se renseigner autrement, pour les générations plus anciennes, on se trouve dans une configuration diamétralement différente. L'attachement au petit écran est très conséquent et son utilisation demeure importante. Rappel, loin d'être fortuit, ce sont les plus âgés qui votent le plus massivement. En guise de complément d'information, c'est sur les tranches les plus âgées, justement, que Renaissance réalise ses meilleurs scores, notamment parmi les populations les plus bourgeoises. Sans doute pas une coïncidence, donc. Quoi qu'il en soit, on sait de sources sûres que le nombre incroyable de unes faites à l'effigie et à la gloire du candidat Macron, toutes dithyrambiques, auront largement contribué au succès des campagnes du clan présidentiel. En le faisant connaître de manière expresse, en installant un narratif d'homme neuf en politique, ce qu'il n'était pas, bref, en véhiculant une image des plus flatteuses. Cela est plus vrai encore si on met en miroir le traitement des opposants dans les mêmes médias. Eux, volontiers traînés dans la boue en H24 à la moindre occasion, et quitte à créer certaines occasions. En tout cas, ce qui est des plus hilarants, si on prend la chose de manière positive, et on essaie toujours de prendre les choses plutôt avec le sourire, c'est que les anti-bolcheviques échevelés sont ceux qui appliquent les méthodes de l'ex-URSS, qu'ils fustigent habituellement. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Économie et renouveau. C'est un sujet que j'ai traité de manière transversale durant plusieurs de mes précédents podcasts. Je ne vais donc pas effectuer de focus sur ce volet, plutôt fonctionner en piqûre de rappel en quelque sorte. Les réalistes et raisonnables à la tête du pays, comme ils aiment à se dépeindre, n'ont que peu de capacité à innover en matière d'économie. Leurs recettes sont plus ou moins les mêmes que celles de toujours, dirons-nous. Pour ce qui me concerne, je ne cache pas que je suis l'auteur d'une blague récurrente sur le sujet. Soit que nos dirigeants n'ont pour source d'inspiration que les recettes moisies et périmées sorties du grimoire poussiéreux de la vieille sorcière Thatcher, que, sortis de ces recettes qui n'auront fonctionné nulle part, ils apparaissent comme des auteurs devant une page blanche.
comme une voiture arrêtée sur le bas-côté de la route en panne sèche. Il est convenu, depuis un fameux message publicitaire, que, en France, on n'a pas de pétrole, mais des idées. Eux n'ont définitivement ni l'un ni l'autre. Le détail du contenu des politiques est particulièrement éclairant. Couper les recettes de l'État et enlever le poids qui pèse sur les entreprises, comme ils disent. Autrement dit, et formulé sans langue de bois ou élément de langage, ce qui signifie aider les plus riches à se désolidariser de tous pour qu'ils puissent accumuler des profits plus que jamais. Le tout en attendant le fameux ruissellement de la table des puissants, job, richesse et tout, tombant de la table du festin des rois. Chose qui jamais n'advient, mais en laquelle on nous adjure de bien vouloir continuer à croire. Cette libération des énergies découlant, somme toute logiquement, à l'accroissement des écarts entre les classes sociales, au profit des plus aisés. Et encore, je ne pense pas que l'expression plus aisée fasse réellement sens, compte tenu des échelles. On est bien au-delà. Une chose est certaine, on a eu le droit à toute la panoplie de la gamme pro-business. Flat tax, diminution des cotisations patronales, aides, subventions, exonérations, remises et réductions pour les possesseurs du capital et les grosses entreprises. Bref, tout ce qu'il faut pour redonner le sourire et inspirer le bonheur du CAC 40 et du MEDEF. Au moins, à défaut de nous mettre un coup au moral, on a des images ou paroles qui nous viennent à l'esprit et qui prêtent à en rire. Comme celle de Jean-Luc Mélenchon dépeignant Gattaz avec une cibile à la main et activant sa glande lacrymale de saurien, ou encore le jeu Fiscal Combat qui permettait de secouer l'intéressé pour faire tomber des gros sous de ses poches. Un moment de rire. Autant s'en amuser après tout, non ? Pour ce qui est de la dette publique, même combat. Donc, contraction des dépenses de l'État, non-remplacement de fonctionnaires, non-recrutement, suppression ou recul de services publics. Bref, l'éventail complet des mesures traditionnelles des néolibéraux mises en œuvre. Rien de neuf sous le soleil. Partout, elles produisent les mêmes effets. À politique identique, résultat identique. Vive la créativité. Ce qui me fait penser aussi qu'Albert Einstein avait raison en disant qu'il ne fallait pas s'attendre à des résultats différents dès lors qu'on faisait toujours la même chose. De fait, aucune alternative n'existe ou n'a grâce à leurs yeux. La seule ligne d'horizon, c'est le TINA. There is no alternative. Quand on place l'équation en ces termes, on comprend qu'aucune nouveauté ou innovation ne peut sortir de leur crâne, pour les plus ambitieux, ou chapeau pour les plus pessimistes. Je ne cache pas que, pour ma part, je choisirais plus volontiers la deuxième option. Petite touche d'humour ironique. En outre, cela fait écho d'ailleurs au social, comme on dit. Là encore, mis à part rayer les demandeurs d'emploi des listes, ils sont à court d'idées. Enfin, non, soyez honnêtes, pas tout à fait. L'autre mamelle de leur politique consistant à remettre au goût du jour le travailleur à la tâche du XIXe siècle. Méthode aussi élaborée que moderne au demeurant. Ceci m'appelant un nouveau trait d'ironie et me suggérant que Renaissance n'est encore pas une appellation en corrélation avec leur projet. Enfin, plutôt devrais-je dire projet, qu'il serait préférable qu'ils se nomment Moyen Âge. Nul doute que ce serait plus en adéquation avec le programme qu'ils ont à nous proposer. Tout cela en route vers l'ancien régime où ils semblent vouloir nous mener. La Macronie, la fin d'un clivage ? On a pu un temps croire que Macron était, en fin de compte, une forme d'objet politique non identifié. Lui dont la victoire de 2017 a été due à l'explosion du clivage gauche-droite traditionnel qu'on connaissait jusqu'alors. Se proclamant, justement, ni de droite ni de gauche, et simulant de faire de la politique autrement. En réalité, difficile d'en arriver à autre chose que le constat contraire. Bon, la politique autrement, on laisse ça quelque peu de côté, du moins on se garde cela sous le coude, pour un peu plus tard dans cette chronique. Mais concernant la République exemplaire et tout, entre autres promesses, elles auront été des leurres pour les naïfs qui auront voulu y croire. On n'aura pas pu observer de grands changements en matière de pratique présidentielle ou de façon d'exercer le pouvoir. Si ce n'est l'aggravation de certaines dérives, si je puis m'exprimer ainsi. Macron n'aura ni plus ni moins que mis l'accent sur tout ce qui pose problème avec la Ve République et, au passage, nous rappeler pourquoi il faut passer à la sixième, en vérité, et rapidement. Cette partie de la politique autrement pourrait donner lieu à l'avenir à un nouvel épisode en soi de cette chronique que je vous propose sous forme de podcast. Revenons à Macron et Renaissance. Avant qu'il ne parvienne à s'emparer du pouvoir, on était dans un système assez singulier de simulacre d'alternance. En général, à gauche, on dit pique-pan de l'extrême droite et c'est parfaitement justifié. Par contre, par honnêteté, on doit leur reconnaître une forme de lucidité concernant cette formule qu'ils avaient instaurée, celle de l'UMPS.
qui démontrait bien que l'alternance droite-gauche qu'on a vécue pendant longtemps était une tromperie, que finalement les politiques ne divergeaient qu'à la marge, et qu'à droite comme à gauche, c'étaient tous les mêmes. Dommage, en revanche, qu'ils se soient arrêtés au milieu du quai. Dans leur analyse et réflexion, il leur aurait alors sauté à l'esprit qu'ils pouvaient, et peuvent encore, aisément s'inclure dans le cirque politique qu'ils dénonçaient. En tout cas, l'alternance est une chose que Macron était censé avoir fait éclater en désarçonnant les deux piliers du paysage politique d'alors, soit les LR et PS. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas du tout cela auquel on a assisté. Il a plutôt remis au goût du jour ce clivage en le faisant simplement glisser à droite sur l'échiquier. Enfin, l'extrême droite, pour être plus précis. Ma take peut peut-être sembler étrange de prime abord, je m'explique. En adoptant des mots du RN, en réhabilitant des personnages d'extrême droite, en matérialisant la loi sur l'immigration et autres, il a effacé une bonne partie des marqueurs entre sa droite dure libérale et une droite encore plus dure et pas moins libérale en fait. D'ailleurs, ce glissement s'est effectué en deux temps selon moi. Dans un premier temps par l'absorption des LR, puis dans le même mouvement de ces lieutenants, anciennement des LR, contribuant à normaliser le RN. Difficile de ne pas avoir à l'esprit les paroles de Darmanin concernant Marine Le Pen, qu'elle était trop molle et qu'elle devait prendre des vitamines. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que j'avance, j'en prends pour preuve le nombre de passerelles qui auront été dressées et qui auront résulté sur 50% de votes en commun entre 2022 et 2024. Je ne vais pas me relancer dans l'énumération de leurs méfaits sociaux communs. Méfaits entre guillemets, quoique. Mais la réalité est là. Ceux qui se dressent en opposition numéro 1 et sont avalisés par le pouvoir en place ne revêtent pas beaucoup plus qu'une feuille de cigarette comme différence idéologique avec les dirigeants du pays ces dernières années. Tous deux sont en faveur du capital et des possédants, sont en faveur de la fermeture des frontières, de politique sécuritaire, de l'austérité budgétaire et du remboursement de la dette. Ils sont pour la remise au boulot de ces supposés feignants de chômeurs, pour la suppression des cotisations patronales, la baisse des impôts et tutti quanti. Le tout montrant leur attachement supposé au modèle français et à l'idée qu'ils se font de la France. Ben voyons. Et là, je vous fais grâce de développer davantage les mesures pro-business qu'ils ont en commun, car ne nous trompons pas, on est définitivement dans la continuité. Pour moi, le nouvel UMPS est donc le RN-LREM. En outre, petite remarque sémantique, RN Renaissance, on voit concrètement la proximité idéologique dans les noms et les mots. Pas inintéressant de ce point de vue. Macronie et compromis. Un peu dans la même veine. On peut voir le compromis comme quelque chose de positif, comme une forme de pas vers l'autre, etc. Mais encore faut-il que les compromis soient sur une base saine, une base qui ne vise pas uniquement à conserver le pouvoir. Or, c'est un peu le hic, là que le bas blesse. La notion de compromis, normalement, implique une volonté de consensus, de juste milieu et ce type d'idée. Au tout départ, on peut peut-être envisager que le parti présidentiel était dans ce type d'optique. Depuis, ils s'en sont toujours éloignés. Si bien que, même durant le premier quinquennat, l'illusion d'une politique centriste, supposée équilibrée, etc., s'était déjà envolée. Et il ne faisait plus grand doute que le ni de droite ni de gauche était une tromperie. Que l'aile gauche évoquée dans les médias était inconnue au bataillon, ou alors considérée comme la gauche d'une droite dure, en somme une droite déjà costaude. Je ne me lance pas à nouveau dans le détail des votes, des programmes, etc. Nombre de mes autres podcasts illustrant de manière évidente ces points. Je vous y renvoie par souci de concision. Pour moi, c'est le vieux monde, de se raccrocher aux branches pour conserver les rênes du pouvoir. À force, ils ont fini par créer une forme de blougi-boulga où les tendances n'existent plus, où droite, droite dure et extrême droite fusionnent joyeusement dans un projet extrême, et non plus que des postures en guise de différenciation. D'ailleurs, ce genre de phénomène n'est d'autant pas neuf que c'est ce qu'on constate sur le plan mondial. Dans de nombreux pays, la situation étant la même. En plus de recréer une fausse alternance, on est dans les tractations politiciennes, dans la politicaille ou autre popole, et ça, pour le moins qu'on puisse dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. La République exemplaire. Un des axes censés faire de cette entité politique formée en 2016 quelque chose de nouveau, c'était ses pratiques supposées plus modernes car plus éthiques, notamment concernant ce qui est communément appelé les affaires.
Le constat est sévère et prête plutôt à rire, tant le décalage entre la parole et les actes est un fossé béant impossible à combler. Il a été question que quiconque serait mis en examen ne pourrait pas ou plus être ministre, comme autant de discours de campagne pas suivis d'effets. On a vu que derrière la façade des mots, c'est bien plus compliqué que cela. Qu'il s'agisse de députés, de ministres ou simplement, ai-je envie de dire, des membres du parti avec des responsabilités en son sein, on a vu que les promesses n'ont pas été tenues le moins du monde. Sur l'ensemble des 2 quinquennats, il y en a eu pour tous les goûts. Violences sexistes et sexuelles, prise illégale d'intérêt, tabassage en règle, morsures, coups de casque, fraude, avantages en nature non déclarés. Et encore, ce ne sont que quelques exemples d'un large éventail d'histoires judiciaires qui auront écaillé le vernis de vertu dont le parti avait tenté de se parer. Autant de scandales qui seraient passés crème sans la présence de médias alternatifs, désireux de faire leur travail, en dépit de l'absence de leurs confrères des médias en vue. Ceux-ci, étrangement absents pour l'occasion, et beaucoup plus prompts à inventer des polémiques de toutes pièces à propos de la France insoumise. En plus, pour ma part, j'ai du mal à raisonner autrement. Quand j'entends République exemplaire, ce qui résonne effectivement dans ma tête, c'est le triptyque républicain qui figure sur les frontons des mairies. Or, de ce point de vue, le travail effectué n'est pas de la meilleure facture, c'est un euphémisme. Égalité rime assez difficilement avec des écarts de richesse qui se creusent comme jamais, où les riches sont toujours plus riches et puissants que jamais, dans le temps où beaucoup de pauvres peinent à ne serait-ce que survivre, et que nombre de gens avec un travail à plein temps n'arrivent même pas à faire l'acquisition d'un logement. Difficile de dire le contraire également à un moment où on facilite le licenciement et plafonne les prud'hommes, et qu'on facilite le travail de personnes qui rayent la vie des gens d'un simple trait de plume, sous prétexte de rendement en inadéquation avec les ambitions toujours accrues des actionnaires. En somme, où les protections dont bénéficient les gens n'ont jamais été aussi réduites à portions congrues, qu'ils n'ont jamais été aussi sujets aux liens de subordination avec leurs employeurs. Qu'on se sépare de personnes du fait que des travailleurs coûtent moins cher ailleurs, mais où on dresse des ponts d'or pour des grands dirigeants qui s'assimilent davantage à des petits tâcherons, aussi zélés que sans imagination en termes de stratégie d'entreprise, du seul fait que le collectif qui lui a été confié crache du dividende à fond les turbines. Tant qu'on y est, que dire d'une justice à plusieurs vitesses où on sort un syndicaliste de son lit pour le coller en garde à vue, des suites d'un tract sur la Palestine, lorsqu'on laisse des multicondamnés en liberté, dont un en particulier, sous prétexte qu'il est occupé de hautes fonctions dans le pays, ou encore que d'autres sont limite récompensés et se voient offrir un fauteuil de ministre, en dépit des casseroles contractées, et qui continuent de lui coller au basque. Où est la liberté quand la communauté musulmane est empêchée de croire, en quelque sorte, qu'elle s'avère plus que jamais montrée du doigt dans un contexte d'infâme amalgame entre pratique de l'islam, islam politique, fanatisme religieux et séparatisme. Résultat, nombre de nos compatriotes sont en proie à des envies de départ, du fait de stigmatisation dont ils sont l'objet. Enfin, évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, d'envie d'ailleurs. Un régime, au final, particulièrement conservateur. On a beau tenter de nous vendre la Startup Nation, la vérité en est loin. Du point de vue technologique, on n'a pas vu qu'ils nous auront éblouis. En particulier lorsqu'il s'agit des portails web qu'ils auront mis en place et qui, outre le fait de dysfonctionner, seront définitivement apparus comme aussi vieillots qu'inefficients, inspirant même à certains une comparaison avec les productions du début de l'Internet, tant les lacunes étaient sérieuses et nombreuses. Pour le reste, difficile de qualifier le régime autrement que par les mots conservateur ou encore rétrograde. On s'est inscrit dans la continuité des privilèges et l'accroissement des écarts entre les populations les plus aisées et les plus modestes. La femme aura été sacrifiée plus souvent qu'à son tour. L'absence de lutte contre le patriarcat ayant été criante et allant de pair avec des conditions économiques dégradées, sonnant comme des reculs pour la grande majorité de ces dames. Il faut dire que les polémiques droitières mises en place auront contribué, une fois encore, à conduire à un focus sur la tenue des femmes, comme ce à quoi on a assisté avec l'interdiction de l'abaya ou encore l'idée de réintroduire un uniforme à l'école. Autant de manières d'intimer aux femmes comment elles sont censées se vêtir et leur rappeler la prépondérance de l'homme dans la société. L'exercice monarchique du pouvoir. Sous Macron, tout est le fait du prince, en quelque sorte.
On ne s'étonne pas, rétrospectivement, des dires de l'intéressé concernant la place du roi qui aurait laissé un vide, dès lors qu'on observe les comportements qu'il a depuis son élection, ses élections pour être plus précis. Le simple fait de l'instauration et la conservation d'une appellation de dieu grec est plus que significatif. Cela montre l'hubris. C'est le reflet d'une pratique et de l'état d'esprit qui nous y amène. Bien sûr, au rayon de la monarchie en marche, difficile de ne pas faire le parallèle entre des sorties aussi hautaines que méprisantes envers ses administrés et la formule de Marie-Antoinette à propos du peuple qui a faim et n'a pas de pain. Jusqu'à ses alliés médiatiques, tous ont intégré l'omnipotence du personnage à la tête de l'État et sa propension à prendre ministre, chef de gouvernement en tête, pour des collaborateurs. Simple collaborateur serait même une formule plus adéquate, je pense. Tout le monde dépeignant l'actuel président comme quelqu'un désireux d'être au centre du jeu et accordant peu de lumière à son entourage. Certains des premiers ministres s'étant vus attacher l'image d'homme de paille. Certains allant jusqu'à blaguer sur le fait que Macron soit président, Premier ministre, ministre, manager de la Startup Nation, ainsi que patron de la Team France au JO, pour ne citer que cela. Un peu comme si le concerné était élu de roi divin, en quelque sorte, mais en se patinant de laïcité supposée, si on va aller par là. Cette pratique monarchique de l'exercice du pouvoir ayant largement pu transparaître au travers du refus de démocratie et l'octroi de choisir un Premier ministre sans s'intéresser le moins du monde aux résultats sortis des urnes ce 7 juillet dernier. La méthode, elles aussi, semble révélatrice. Les gilets jaunes et autres ayant été définitivement ignorés, et quand ils ne l'auront pas été, auront été réprimés de façon intentant à montrer clairement qui est le chef. Dans tout cela, rien de bien nouveau, quelque part, si ce n'est si on considère le degré ou l'intensité qui témoignent du franchissement d'un cap. Encore que, du point de vue démocratique, il s'agit de reconnaître que les dirigeants avaient fait très fort en la matière en 2005, avec le traité constitutionnel imposé malgré tout des suites d'un non-référendum sur lesquels les gouvernants s'étaient assis. Finalement, pour en terminer avec ce sujet, on peut dire que le crime de lèse-majesté aura été restauré. Ce flashback ne donne à voir rien de nouveau. C'est juste une revitalisation du passé, en fait. Voilà, dans un souci de ne pas être trop long, je vous propose de clore ici ce podcast. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet et vous avoir introduit quelques données intéressantes pour votre militantisme par le biais de ce contenu et exemples. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1.c'est tout. Merci de votre attention.